Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo avec Joris. Salut Joris. Salut. On va parler donc du régime paléo et des conséquences que ça peut avoir sur le cœur. Car vous avez peut-être vu passer récemment un article qui a un peu fait parler de lui dans la sphère paléo. C'est un article qui explique que le régime paléo peut être mauvais pour le cœur. Alors effectivement, quand on lit l'article comme ça au premier abord, ça semble vrai. Et justement, nous, on l'a un petit peu décortiqué cet article. On était fouillé un petit peu dans les sources profondes de comment s'est passé l'étude, notamment Joris qui a fait ça avec beaucoup de brio. Et on a écrit un contre-article qui va donc du coup rétablir un peu la vérité, voir un peu qu'est-ce qui se passe derrière. Pourquoi faut faire attention justement à toutes les études qu'on lit sur Internet. Il peut y avoir pas mal de biais en fait et pas mal de méconnaissances sur le sujet. C'est ce qu'on va évoquer dans cette vidéo. Et on va voir que justement le régime paléo en tant que tel, normalement, si vous respectez bien ce qu'on vous enseigne sur cette chaîne et sur Bimove en général, votre cœur est en sécurité. Alors, on va donc juste regarder vite fait l'article. Alors, on va prendre l'exemple de Futura Science parce que c'est là que j'ai découvert cet article. Hop, je vous partage voilà du coup l'article. Donc, Futura Science, le régime paléo est mauvais pour le cœur. Joris, est-ce que tu peux nous présenter l'article dans les grandes lignes? Qu'est-ce qu'il raconte? Quelle est un peu la thèse de l'article? L'article de Futura Science? Ouais. L'article de Futura Science, il est assez court. La journaliste a fait un petit topo de ce que l'étude scientifique donne, on va dire, comme information. Rappelle que la consommation de viande, de poisson, de légumes, de fruits, excluant les céréales, légumineuses, produits laitiers, etc., l'alimentation paléo-normale, on va dire, les huiles transformées. En réalité, le souci de cet article, c'est que la journaliste conclut le régime paléo est mauvais pour le cœur, alors qu'on verra c'est beaucoup plus. Enfin, on peut Voilà, pas faire une. effectivement, comme tu dis, voilà, elle présente vite fait le régime paléo en version ultra accélérée, et puis ensuite elle dit, voilà, revers de la médaille, ce régime serait mauvais pour le cœur, d'après une étude publiée dans l'European Journal of Nutrition. Selon le résultat, les personnes qui suivent un régime paléo ont 2 fois plus de biomarqueurs sanguins appelés TMAO, donc on va en reparler, on va expliquer ce que c'est, produits dans l'intestin et étroitement liés aux maladies cardiaque. Donc voilà en 2-3 phrases effectivement le résumé de cet article. Donc quelqu'un qui s'intéresse au régime paléo, qui débute dans le régime paléo et qui voit cet article n'a qu'une envie du coup, c'est se dire oh mon Dieu j'arrête. Mon médecin avait raison, le régime paléo c'est qu'une mode finalement et c'est du gros bullshit. Il faut arrêter et revenir à une alimentation normale avec des pâtes, des pizzas et beaucoup de lait de vache. Ouais, mais même au-delà de ça, sans pâtes, sans pizza surtout, pâtes et lait de vache, c'est considéré comme quelque chose de bon pour la santé. Alors que bon, les produits laitiers, il y a des bons, il y a des mauvais. En général, dans le paléo, on les enlève, même si j'avais fait un article assez long qui explique qu'ils sont pas tous à mettre dans le même panier. Mais voilà, au-delà de ça, le médecin, généralement, ils ont très peu de connaissances dans le régime paléo, à part si c'est des nutritionnistes. Ouais. Alors justement, nous, enfin toi en particulier, Joris, tu as écrit un contre-article, donc qui est beaucoup plus complet. Alors tiens, juste pour ceux que ça intéresse, on peut aller jeter juste un petit coup d'œil sur l'étude d'origine. Est-ce qu'on voit à l'écran là, ça apparaît? Hop, Là, c'était blanc pour l'instant. ça apparaît ou pas là? Non. Ouais, c'est bon, C'est je bon. le vois. Donc voilà, donc ça c'est l'étude d'origine, donc en anglais. Donc on va pas vous la détailler parce que pareil, c'est assez complet, mais la conclusion de l'article dit bien qu'effectivement il y a des marqueurs, donc les TMAO, qui peuvent augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse de lire tout ça, on vous mettra bien sûr les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et lire tout ça en détail. Nous, ce qu'on a fait, du coup, en particulier Joris récemment, tu as écrit donc un contre-article qui va beaucoup plus loin que ça, qui étudie tout ça en détail. Donc, est-ce qu'on voit l'article à l'écran là? Ouais, normalement, c'est bon. L'article Ouais. de Bimove qui reprend du coup tout le contenu de l'étude et qui explique pourquoi du coup il y a des biais, pourquoi il y a des erreurs dans cette étude. Et Joris va nous faire un petit résumé pour qu'on comprenne un petit peu les tenants et aboutissants de tout ça. Ok, donc avant de parler de cette étude en particulier, pour faire un peu plus rapide que le très long article que j'ai mis, il faut savoir que
les chercheurs qui ont publié cette étude-là, l'année dernière, avaient publié une autre étude. Et une autre étude qui concluait avec des résultats inverses, en fait. C'est-à-dire qu'on avait, cette fois, c'était uniquement des femmes. Là, c'est mixte. On avait uniquement des femmes. Et ces femmes-là, elles ont été suivies pendant 4 semaines. Et pendant 4 semaines, on a un listing un peu des aliments que les personnes ont consommés, etc., etc. Et le résultat, c'était qu'au bout de 4 semaines, un régime paléo ne semblait pas affecter les taux de TMAO. Alors, on va voir ce que c'est les TMAO. Un an après, on a cette étude qu'on vous a montrée là, qui la regroupe plus de personnes, pas beaucoup plus, hein, mais un peu plus, et qui conclut à l'inverse en réalité. Bon, cette étude est plus longue parce qu'elle a duré une année, et qui conclut en réalité à une augmentation est assez élevée chez un groupe de paléo, on verra en détail tout à l'heure, des TMAO. Donc là, on va parler de l'étude en question, c'est celle de Futura Science. Ouais. Donc en réalité, on a 91 personnes qui ont été recrutées. C'est le schéma que tu as fait là, du coup, tu as fait un petit schéma récapitulatif. 11 personnes. Voilà. Et puis, comme souvent en science, en fait, on fait ce qu'on appelle un groupe témoin. C'est-à-dire, en fait, qu'on va prendre un groupe qui ne va pas subir les modifications qu'on veut étudier, en fait, grosso modo, pour faire simple, quoi. Voilà, c'est ça. Ces personnes-là ont suivi une alimentation classique, conventionnelle, mais équilibrée. Donc, c'était pas de la junk food non plus. C'était une alimentation relativement équilibrée, conventionnelle, avec des produits laitiers et des féculents modernes, on va dire. Et un groupe paléo qui a lui été divisé en 2 groupes, donc en paléo strict et en pseudo-paléo. Mm-hmm. Et en réalité, on a eu les résultats. Tu peux juste nous expliquer en fait quelle est la différence, enfin quelle différence ils ont fait eux entre le paléo strict et le paléo, enfin le semi-paléo du coup. Alors en fait, le paléo strict, on avait 22 personnes et ces 22 personnes, elles étaient classées en fonction de si elles consommaient moins d'une portion de produits laitiers et de féculents par jour. Donc, effectivement, quand on regarde l'étude en détail, la consommation de céréales et de féculents, elle était très très faible dans le groupe paléo strict. En revanche, dans le groupe pseudo-paléo, on va dire que c'est un peu le paléo moderne, en fait, le paléo adapté à nous aujourd'hui. C'est-à-dire que les personnes consommaient de temps en temps des produits laitiers et de temps en temps des féculents, des céréales surtout. Donc voilà, c'était à peu près comme ça qu'ont été divisés les 2 groupes. Et puis, donc dans le groupe paléo strict, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait tout un panel d'aliments à respecter. Seulement, on a eu des informations que sur certains aliments. Okay. Donc, soit l'étude n'a pas mentionné les autres, ce qui me paraît bizarre, soit il n'y a pas eu d'autres types d'aliments, et donc on va en parler en détail après. Donc, en détail, normalement, le paléo strict, il peut consommer toutes les viandes, tous les poissons, les produits de la mer, les œufs, tous les légumes racines type féculents, comme manioc, patates douces, etc. Tous les fruits. Ok. Noix, les graines animales, les graisses végétales non, les aliments fermentés. En très gros, une alimentation paléo, on va dire stricte, elle doit respecter strictement ça. C'est ce que tu as mis dans l'article, effectivement, on voit ici tous les aliments autorisés dans le paléo strict. Voilà, c'est ça. Et donc, ceux qui consommaient pseudo-paléo, ils pouvaient un petit peu piocher vraiment de façon assez faible dans l'alimentation conventionnelle normale, comme je disais tout à l'heure. Okay. Donc en fait, l'étude, elle conclut à une élévation des TMAO. Donc, les TMAO, c'est des triméthylamine N-oxyde. Donc, ouais. Je vais pas m'amuser à dire ça toutes les 5 minutes parce qu'au bout d'un moment, voilà, je vais dire TMAO. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement ce que c'est que les TMAO, parce que c'est pas très clair et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Ouais. Alors, les TMAO, en vrai, c'est super simple. C'est comment on va dire, une molécule qui a été créée sous sa version, on va dire, précédente, les TMA, donc par le microbiote intestinal. En fait, c'est les bactéries. En gros, si on suit ce schéma-là, du site internet The Paleomom de Dr. Sarah Ballantyne, la viande rouge, spécialement, elle est riche en L-carnitine. Ça, c'est un acide aminé.
cette L-carnitine va être digérée, décomposée par le microbiote intestinal et ça va nous donner des TMA, triméthylamine. Cette triméthylamine, donc TMA, va être convertie par le foie en TMAO. Et donc là, c'est là que les TMAO ont été démontrés dans plusieurs études, mais pas toutes, comme étant peut-être, c'est pas officiel, un facteur de risque de maladie cardiovasculaire et d'augmentation de plaques d'athérome. Tu sais pourquoi, du coup, les TMAO seraient à ce niveau-là dangereux, entre guillemets? T'as un peu creusé le sujet ou pas, non? Comment ça? Qu'est-ce qui ferait que les TMAO seraient dangereuses pour le cœur, en fait? En réalité, en fait, ça pourrait être un marqueur un peu comme la pression sanguine, tu vois. Comme le cholestérol, en fait, quoi. Oui, voilà. En fait, ça pourrait être un marqueur. Donc, c'est pas officiel, D'accord. mais ça pourrait être un marqueur qui fait que c'est ça qui arrive, en fait. Ok. Donc, en très résumé, la viande rouge, les œufs et les produits laitiers, mais surtout la viande rouge en très grande quantité ou en grande quantité, va faire en sorte que le microbiote intestinal va se servir, on va dire, des ingrédients de cette viande rouge pour produire des TMA qui vont, voilà, ensuite être transformés par le foie en TMAO. Et donc, c'est ces TMAO qui poseraient problème, en fait, au niveau de la santé cardiovasculaire. D'accord. Sauf que pour l'instant, on n'a pas vraiment de lien concret. Il faut beaucoup d'études en fait pour déterminer un facteur comme ayant une cause directe avec la santé cardiovasculaire. Par exemple, comme le cholestérol, il a fallu plusieurs études et encore même aujourd'hui, c'est assez discutable du lien entre cholestérol et maladie cardiovasculaire, pression sanguine et cardiovasculaire. Il a fait plusieurs études et là en fait les TMAO on va dire c'est un peu le nouveau facteur qui pourrait effectivement avoir un lien. De toute façon, avoir des taux de TMAO dans le sang, que ce soit lié à la santé cardiaque ou non, au cancer ou non, c'est pas l'idéal en vrai. Ok. Donc, effectivement, quand on regarde l'étude, on remarque que oui, les personnes qui ont consommé paléo strict, pas forcément pseudo-paléo, les personnes qui ont consommé paléo strict avaient des taux de 9,53% 9,53 de taux de TMAO. Donc, on n'a pas vraiment de valeur de référence puisque voilà, c'est pas un marqueur avéré comme il pourrait y avoir pour le poids, les facteurs comme le cholestérol ou quoi que ce soit. Vu que c'est un nouveau facteur, il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur ça. Mais voilà, donc là on peut voir le groupe contrôle, les taux étaient de 3,93, donc on va dire environ 4. Le régime pseudo-paléo, donc le tout dernier était à 5,47, donc ça reste groupe contrôle et groupe pseudo-paléo restent assez côte à côte, ouais. Alors que le groupe paléo strict, lui, on a carrément le double en fait. Voilà, si on fait un gros arrondi, ça fait 2 fois plus de TMAO pour le paléo strict en fait. Voilà. Voilà. Bon, ce que j'ai fait dans l'article, c'est que j'ai laissé cet article scientifique de côté un petit peu et j'ai rappelé ce que c'était que l'alimentation, la vraie alimentation paléo. Donc, en très gros, vous le savez certainement si vous êtes adepte du paléo depuis longtemps, on va dire comment nos ancêtres au paléolithique, ils consommaient pas évidemment de la viande tous les jours. Il y avait même des jours où ils mangeaient même pas. Il y avait des jours où ils mangeaient que des végétaux parce qu'ils pouvaient trouver que ça, et des jours où effectivement ils pouvaient trouver de la viande rouge. Et là, effectivement, pendant la journée, ils consommaient une grande quantité de viande rouge, mais c'était clairement pas la base de leur alimentation. Comme je dis souvent, en fait, au paléo, on avait des chasseurs-cueilleurs opportunistes, dans le sens où ils mangeaient ce qu'ils trouvaient et par définition, c'était très variable. Parfois, des endroits où il y avait peut-être une faune très riche, qui pouvaient consommer de la viande, et puis inversement, des fois, ils avaient une faune très faible et c'était plutôt la flore qui consommait cueillettes, fruits, légumes, etc., champignons. Et notamment sur la période hivernale, je pense que c'est encore plus dur en fait de trouver de la viande parce que les animaux, par définition, ils sont en hivernage ou ils sont beaucoup moins actifs que l'été. Donc clairement, il y avait des périodes aussi bien dans le temps que d'un point de vue géographique, c'était extrêmement variable en fait. On peut pas dire que l'homme était un omnivore ou un végétarien, c'était un mix des deux et ça dépendait vraiment le contexte dans lequel il était.
C'est ça. Et donc, du coup, en réalité, quand on fait la moyenne, en fait, il y a eu des études sur les tribus paléomodernes. Quand on fait un peu la moyenne de tout ça, on se rend compte que lorsque comment dire, lorsque l'être humain enfin, lorsqu'on va dire la nature, l'environnement lui donnait la possibilité de manger des animaux et des plantes, il faisait 50% en termes de calories. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, dans notre civilisation moderne, le premier pilier paléo qu'il faudrait respecter, c'est d'abord les légumes. Parce que si on fait un peu le recul de la consommation de nos ancêtres, l'alimentation paléo, elle est surtout végétale avant d'être animale. C'est évidemment, les produits animaux sont une partie du régime paléo, mais la consommation des produits végétaux va primer en fait sur les, les produits animaux. Un truc tout bête aussi, c'est que même en termes de dépenses énergétiques, il est beaucoup plus simple de consommer des végétaux que des animaux. En fait, un animal, il faut mettre de l'énergie, faut chasser, faut traquer, faut créer éventuellement des pièges, alors que les végétaux, ben, ils sont pas très fuyants, quoi. On va vers eux, ils s'en vont pas, quoi. Voilà. Donc, Et puis même, c'est plus simple de consommer des végétaux que des animaux, même si forcément ils ont consommé des animaux. C'est pas ce qu'on dit, mais on va oui. dire qu'il est plus simple. Demain, on voulage à la nature, il est plus simple de consommer des végétaux que des animaux, quoi. Clairement. Voilà, c'est ça. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui se passait, à part pour une certaine tribu qui était confrontée que, par exemple, qu'à la pêche, comme je vois les Inuits ou à la chasse. Eux, c'est un cas spécial parce qu'ils ont vraiment, j'en parle plus en détail dans l'article, ils ont vraiment un ADN, une physiologie qui a été adaptée parce que ça fait tellement longtemps qu'ils mangent comme ça que l'ADN, évidemment, il se modifie dans le temps. Ils n'ont pas le choix parce que les salades sur l'Antarctique, ça court pas les rues, quoi. Non, ça court pas les rues. Et puis la mondialisation, elle n'est pas encore arrivée jusqu'à chez eux, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Mais voilà. Donc en gros, l'alimentation paléo stricte, c'était des végétaux en premier, des produits animaux, et puis après, quand ils trouvaient des graines, des noix, du miel, voilà, c'était un peu plus rare le miel. Mais voilà, en très gros, d'abord des végétaux. Et surtout dans notre civilisation moderne, il faut encore plus consommer des végétaux parce qu'on a beaucoup plus de facteurs de risque de maladies. Par exemple, simplement la pollution sur laquelle on ne peut pas agir tout de suite, on va dire. On peut agir de son côté, mais c'est très difficile de faire changer la planète entière sur ça. Et donc, les végétaux sont un concentré d'antioxydants qui vont aider à calmer, on va dire, ce facteur de risque. Donc, Puis un point important, c'est qu'il est plus simple de trouver des végétaux de bonne qualité que de la viande de bonne qualité aujourd'hui, en plus. Aujourd'hui, oui, aussi, la viande de bonne qualité, c'est très compliqué de trouver une viande qui est issue d'animaux élevés en pâturage, qui ont consommé quasiment que de l'herbe dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, la viande, c'est quasiment que de la viande industrielle, en fait. Donc, c'est très compliqué de trouver de la viande de qualité. Alors que les végétaux, finalement, avec les petits producteurs, le bio, même s'il n'est pas parfait, il y a une certaine tendance qui fait que c'est plus simple quand même. Oui. De trouver des végétaux de bonne qualité que de la viande de bonne qualité. Oui, c'est ça. Et en plus, dans les végétaux, j'inclus aussi les légumes racines, donc les tubercules, tout ça, qui, on va le voir en détail après dans l'étude, est une partie aussi du régime paléo. C'est pas parce que comparé à notre alimentation aujourd'hui moderne, qui est très riche en glucides, effectivement, on va dire que le régime paléo est faible en glucides pour nous aujourd'hui, parce qu'on a été habitué maintenant à un régime très très fort en glucides, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être extrêmement faible en glucides non plus. Voilà, si c'est des bons glucides, les glucides paléo, comme les patates douces, le manioc, on peut en retrouver un peu partout, dans le panier, dans les carottes par exemple, simplement, c'est bon pour la santé. Voilà, c'est pas des aliments à exclure. Alors, pour revenir à l'étude scientifique, du coup, on a donc conclu que les hommes, dans le temps, consommaient, on va dire, une alimentation à la fois végétale et animale. Et ceux qui ont fait l'étude, est-ce qu'ils ont respecté ça, du coup? Eh ben c'est ça, en fait. C'est ça, j'ai lu beaucoup l'étude en long, en large. Et ce qui me paraissait bizarre, c'est que dans leur précédente étude, donc celle que je mentionnais, donc celle l'année avant, celle qui est parue maintenant, et qui fait l'objet de cette vidéo et de cet article, les personnes, donc c'était des femmes, avaient effectivement une consommation paléo stricte plus diversifiée, c'est-à-dire qu'elles pouvaient manger du poisson, des fruits de mer, de la viande. On a des renseignements sur ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que sur cette étude-là,
Donc, ce sont les mêmes chercheurs. Sur ces études-là, il s'avère que on a fait, effectivement, comme je dis dans l'étude, c'est qu'on n'a pas donné à manger, on a informé. Mais il s'avère que les personnes du paléo strict ont mangé beaucoup plus de viande rouge et des œufs, donc les précurseurs de TMAO en fait, classiques, que les groupes contrôle ou le groupe pseudo-paléo, même si le groupe pseudo-paléo avait une consommation aussi élevée en produits animaux de viande rouge, par exemple. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ça me paraissait inévitable que les taux de TMAO soient aussi élevés dans ce groupe-là, puisqu'on a fait en sorte, je ne sais pas si c'était voulu ou si c'était pas voulu, je préfère pas donner d'intention aux chercheurs. Je pense pas que c'était voulu, j'espère. Je ne pense pas non plus, parce qu'après, c'est quoi leur intérêt, en fait? Mais, à mis à part, comme tu dis, peut-être faire buzzer dans le sens où ils disent l'inverse et son contraire, ce qui peut, en fait, susciter un peu du clic chez le visiteur lambda. Mais sinon, si ce sont des scientifiques, on va dire, qui sont quand même respectueux de la recherche scientifique et de la méthode scientifique, normalement, il n'y a pas d'erreur. Mais après, ça peut arriver aussi qu'ils fassent des erreurs d'interprétation, parce qu'effectivement, comme tu le dis, pour eux, le paléo, c'est une alimentation qui est très riche en viande rouge. Bon, bah voilà, ils ont peut-être fait une erreur à ce niveau-là, une erreur de compréhension de ce qu'était vraiment le paléo, en fait, je pense. C'est ça. Et en fait, moi, ce qui me paraissait un peu étrange dans cette étude-là, c'est qu'on a des données en termes de viande. En termes de protéines, on a des données un peu sur les végétaux, notamment sur les noix et les graines. Mais en termes de viande pure, ils nous donnent des informations que sur la viande rouge, en fait. Et les œufs. On n'a pas de poisson comme l'étude qu'ils ont fait auparavant. On n'a pas de poisson, on n'a pas de volaille, on n'a pas. Donc, j'imagine que, j'espère que le groupe qui a été suivi pendant 1 an, et notamment le groupe Paléo Strict, n'a pas vraiment mangé pendant 1 an que de la viande rouge, parce que, à mon avis, ils se sont lassés au bout d'un moment. En tout cas, dans la moyenne, ils ont consommé de la viande rouge et de façon quotidienne. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs un graphique qui tend à montrer justement que le groupe qui a consommé le plus de viande rouge, c'était justement le groupe paléo strict. Et par lien, qui est complètement évident, c'était le groupe qui avait le plus de taux de TMAO. Et c'est complètement normal, puisque les TMAO, justement, sont la conséquence d'une consommation très forte en produits animaux de viande rouge et d'œufs, en fait. Ouais. Voilà. Le souci, en réalité, c'est qu'on n'a pas d'informations, comme je disais, sur les autres types de consommation animale. Il n'y a pas de viande maigre. Quand on tape lean meat, qui signifie viande maigre dans l'étude, on n'a aucun mot-clé. Quand on tape poultry, qui signifie volaille ou tout ce qui se rapporte, voilà, au poulet, voilà, en général, on n'a pas de mot-clé, en fait. On n'a que viande rouge, red meat, on n'a que ça. Et le souci, c'est que lorsqu'on compare en réalité ce qu'est un paléo normal, et donc la vraie consommation de viande rouge qu'on pourrait avoir aujourd'hui, et même qu'ils avaient certainement à l'époque, c'est que on devrait consommer 1 à 2, voire 3, très, très maximum, en fonction du contexte et du sport, etc. 3 fois, même si moi je reste sur 1 à 2 fois par semaine en réalité, et pas par jour, certainement pas par jour en fait. Okay. Et deuxième point négatif de cette étude, c'est que les taux de glucides étaient extrêmement faibles en fait. Ils étaient très faibles, c'est-à-dire qu'on était en moyenne à 100 grammes par jour, c'est-à-dire que par repas, si la personne a fait 2 repas par jour, on était à 50, et si elle a fait 3 repas, voilà, on arrive à 33 grammes en moyenne sur 3 repas. C'est très, 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 très faible. 33 grammes de glucides sur 3 repas? Bah, du coup, oui, parce que ça fait, en moyenne par jour, ça fait 99 grammes, donc on arrive à 100 grammes par jour en moyenne. D'accord. Donc, c'est très faible. Ça veut dire que les personnes, oui, en termes de féculents paléo, elles n'ont pas mangé beaucoup. Et on sait que ces féculents paléo, et notamment mince, j'ai le mot en anglais, je l'ai fait en français, les amidons résistants. Ouais. Les amidons résistants, donc ce qu'ils appellent resistant starch, qu'on peut trouver aussi dans le paléo, surtout dans la banane un peu verte jaune. Bah effectivement, les paléos n'en ont pas consommé, puisque je pense que pendant les périodes où on leur a indiqué
ce que c'était que le paléo, soit les chercheurs n'ont pas vraiment compris ce que c'était que le paléo. Et là, j'ai un doute parce que l'information, elle est tellement donnée sur Internet ou même dans la littérature que même moi, je suis pas chercheur et j'ai pu la trouver. Euh, Soit c'était un biais qui servait à confirmer leur hypothèse, qui était que les TMAO augmentaient lorsqu'on mangeait paléo. Et dans ce cas-là, c'est pas vraiment de la bonne science. Et voilà, mais en tout cas, la réalité est que non, on ne devrait pas consommer de la viande rouge par jour, et certainement pas de nos jours en fait. De nos Hmm. jours, ce serait une aberration de manger de la viande rouge tous les jours. Juste une parenthèse, est-ce que tu disais que la TMAO en fait était donc d'origine animale via la viande rouge et aussi via les œufs. Mm. Je sais que les paléos en général consomment beaucoup d'œufs parce que c'est une bonne source de protéines, bonne source de gras, très faible en glucides. Est-ce que du coup c'est un problème en soi de consommer beaucoup d'œufs si on reprend de la point de vue juste TMAO? Si je me rappelle bien, je vais regarder plus en détail pour pas dire de bêtises. Les gens qui ont consommé paléo et donc qui mangeaient à peu près le même pseudo-paléo. Là, je suis sur le Ouais, groupe ouais, pseudo-paléo. Là, ouais, j'étais sur le groupe strict paléo ouais. depuis tout à l'heure. Là, je suis sur le groupe pseudo-paléo. Eux, ils ont consommé, il me semble, sans dire de bêtises, des œufs à peu près à la même hauteur que les stricts paléo. Sauf qu'en fait, ils avaient une alimentation qui était plus glucidique, vu qu'ils pouvaient consommer, on va dire, un peu plus de glucides. Et donc, les taux de TMAO étaient moins élevés. Et en réalité, ce qui se passe, et ce que conclut l'étude, et ce qui est vrai, et c'est pour ça qu'on devrait manger un paléo un peu modifié aujourd'hui, parce que de toute façon, on n'est plus au régime paléo, donc on peut plus faire comme à l'époque, c'est que lorsqu'on apporte des amidons résistants, qu'on peut retrouver un peu dans le riz, par exemple, ou dans les pommes de terre, même si les pommes de terre, voilà, c'est discutable dans le régime paléo, euh, eh bien, les bactéries, on a une nouvelle espèce de bactérie qui, elle, dégrade les TMA, en fait, avant que ça arrive dans le foie et que ce soit des TMAO. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à des scores de TMAO moins élevés dans les groupes pseudo-paléo. Et donc là, ça confirme leur étude. Et là, c'est un point qui est intéressant de leur étude. C'est que si on apporte des amidons résistants, il semblerait qu'on ait moins de TMAO. Et donc, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le paléo, c'est pas rare que les gens qui suivent le paléo strict aient le paléo, on va dire le paléo moderne, pas le paléo strict, et des moments où ils mangent du sarrasin, Ouais. du riz. D'ailleurs, je le dis souvent, hein, ce sont des sources de glucides qui sont de qualité, même si elles sont pas strictement paléo, ce sont quand même des bonnes sources de glucides, et notamment pour les gens qui sont un peu sportifs, qui ont des besoins un peu plus importants en termes de glucides. Le riz basmati, le quinoa, le sarrasin peuvent tout à fait rentrer dans une alimentation paléo. Moi, par exemple, du quinoa, je dois en manger peut-être une fois par semaine. Oui, voilà. Il est bio, notamment, c'est nickel, c'est une bonne source de protéines. En plus, il y a l'ensemble des acides aminés essentiels, donc c'est plutôt intéressant. Il y a très peu d'antinutriments, donc ouais, c'est plutôt un bon aliment. C'est pas une céréale, c'est une pseudo-céréale, donc ça reste intéressant. Et pour aller un petit peu plus loin sur le quinoa, chez une personne en bonne santé, en réalité, le quinoa, s'il est bien rincé, parce que dedans, il y a une molécule qui s'appelle la saponine, et la saponine, en réalité, c'est du savon. Et chez les personnes qui ont des maladies auto-immunes, par exemple, ils ont de base déjà des soucis intestinaux, sans rentrer dans les détails. Et en fait, si vous mangez trop de quinoa pour les personnes qui ont des maladies intestinales, vous risquez on va dire, savonner vos cellules intestinales. Et les cellules intestinales, la membrane de la cellule, en fait, c'est du gras, en fait. Ouais. Et Or, si le savon, ça attaque le gras, en fait, quoi. voilà. Donc, en gros, on détruit la perméabilité intestinale. Mais ça, c'est vraiment chez des personnes précises qui ont une maladie auto-immune ou qui ont une maladie inflammatoire intestinale. Et même chez ces personnes-là, on peut avoir des résultats, même en mangeant du quinoa. Et on le voit parce qu'on a des programmes sur ça. Et on voit que les personnes qui mangent du quinoa n'ont pas forcément tout le temps des soucis. C'est vraiment au cas par cas. Et le paléo, voilà, c'est quelque chose de très général. Mais si on arrive au cas par cas, effectivement, certaines personnes vont manger du riz, certaines personnes vont manger des produits laitiers de petits animaux comme de chèvres, de brebis, sans avoir effectivement de soucis de santé. Donc c'est voilà, c'est une information que cette étude donne qui semble aller un peu trop loin dans la consommation de viande rouge,
qui ne devrait pas être de plus de 1 à 2 fois par semaine et qui a réduit en quelque sorte trop fortement, je dirais, les glucides, alors que dans l'alimentation paléo, oui, effectivement, c'est Les low glucides carb. de qualité, parce qu'il ne faut pas que les gens nous disent ah bah du coup c'est bon, je peux consommer plein de glucides. Là on parle bien de glucides de Ah, qualité, voilà, des voilà, des glucides glucides d'origine paléo. végétale, hein, comme on disait Voilà. principalement. Ok. Donc ouais, c'est les deux plus grandes erreurs finalement de l'étude. Trop de viande rouge, pas assez de bons glucides. Ils ont essayé en fait d'aller sur un paléo. Alors je dirais pas strict, mais genre exagéré en fait quoi. Ils ont dû lire peut-être 2-3 choses sur le paléo, genre voilà dans le temps on consommait de la viande, etc. Ah bah allons-y du coup à fond sur la viande et quasiment pas de glucides. Et là effectivement on arrive sur une émotion qui est déséquilibrée on va dire par rapport au commun des mortels en fait. Voilà, et en plus, selon les tribus, en fait, l'alimentation change tellement qu'une alimentation paléo, par exemple d'Afrique, va être extrêmement différente d'une alimentation paléo d'Amérique du Nord, par exemple. L'Amérique du Nord, ils ont tendance à chasser plus, alors qu'en Afrique, ils ont tendance à manger plus de féculents, justement. Mais tout ça, en fait, c'est lié aux variations génétiques qu'on a nous-mêmes, en fait. Et donc, ces tribus, celles qui sont nées en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs ancêtres qui étaient là Génération. avant eux. Voilà. Et donc, en fait, ces tribus-là, elles ont été adaptées à cette alimentation. Sauf que là, on a donné de la viande rouge à un groupe occidental qui n'a pas été habitué, qui provient pas de générations qui ont mangé autant de viande rouge. Effectivement, si elle avait pris des Inuits, par exemple, et qu'elle avait donné autant de viande, je pense pas que les résultats auraient été les mêmes. Je pense que même les Inuits auraient été en pleine santé puisqu'ils ont l'habitude de manger autant de viande. À condition de donner de la viande de bonne qualité. Parce que je pense qu'ils auraient donné du Voilà. bœuf industriel, je suis pas sûr que ça aurait les mêmes résultats, mais du moins avec de la viande de qualité, type phoque ou choses comme ça, voilà, ça aurait été ok effectivement. C'est ce qu'on dit, hein, le régime paléo en fait en tant que tel n'a de sens que si on sait l'adapter à notre environnement, parce que effectivement il n'y a pas un régime paléo. C'est une erreur que beaucoup de gens pensent, enfin, que imaginent au départ. Ils pensent que c'est une façon de manger. En fait, non, c'est une façon de manger qui s'adapte par rapport à notre environnement. Comme je dis souvent, les gens d'Okinawa, donc qui est une petite île pour ceux qui ne connaissent pas de l'archipel du Japon, est une île en fait où il y a beaucoup de centenaires, etc. Mais et quand on creuse, en fait, on se rend compte qu'ils mangent quasiment paléo, mais ils mangent leur paléo, c'est-à-dire une option qui est très riche en poissons. Ils mangent un petit peu de riz, mais pas non plus tant que ça. Et puis ils ont une activité aussi physique intéressante. Ils ont une vie sociale très riche, etc. Mais d'un point de vue strict, en fait, ils mangent paléo parce qu'ils mangent leur alimentation locale et qui est principalement d'origine naturelle. En fait, très peu d'aliments transformés, etc., etc. Donc, l'alimentation paléo, en fait, il faut l'adapter par rapport à votre environnement. Et clairement, si vous bougez géographiquement, eh bien, ce sera une nouvelle alimentation paléo qui va vous arriver, mais qui sera une alimentation locale, en fait. Voilà. C'est principalement Oui, voilà. C'est exactement ça. Et donc, du coup, pour un peu conclure sur ces TMAO-là, et sur... pour conclure, j'aimerais rappeler... est-ce qu'on va avoir des problèmes cardiaques si on mange paléo, du coup? Pour conclure. Voilà, c'est à ça que j'arrive, en fait. En réalité, ce qui se passe, c'est que du coup, pour répondre un peu au titre de Futura Science, le régime paléo est mauvais pour le cœur. En réalité, l'étude, elle n'était pas du tout sur ça. Même du coup, a conclu qu'il y a plus de risques intestinaux à la fin que cardiovasculaires. Donc déjà, même les chercheurs, ils font attention à ça, surtout que les TMAO, à l'inverse, par exemple, de la pression sanguine, ne sont pas encore un facteur validé. Par exemple, si je vais voir un cardiologue au CHU d'à côté, il va pas, si ça se trouve, bon, j'imagine qu'il sera au courant, mais par exemple, si je parle à un interne en cardiologie, il n'a pas eu forcément de connaissances particulières en TMAO, parce que lui, il va se baser sur la pression sanguine, la consommation, enfin, le tabac, l'alcool, le cholestérol, le poids, les triglycérides. Voilà, il va se baser vraiment sur des facteurs qui ont été validés, même si certains sont discutables, comme on a dit. Ils vont se baser sur des facteurs qui ont été validés. En fait, c'est un ensemble de facteurs qui vont faire en sorte qu'il y a une forte corrélation entre ces facteurs, ce groupe de facteurs, et les maladies cardiovasculaires. Sauf que là, en réalité, quand on regarde le groupe paléo strict, on a une pression sanguine qui est en moyenne de 11,7. C'est-à-dire que les plaques d'athérome, les plaques qui se trouvent dans les artères, elles sont absentes, puisque s'il y en avait, le taux, la pression sanguine, elle serait plus élevée. Effectivement, si on réduit la taille d'un tuyau, on a plus de débit, et c'est ça qui fait qu'on a plus de pression. Là, le groupe contrôle a 12,8.
en moyenne. Donc, Juste parenthèse, que c'est assez intéressant, tu parlais de corrélation. Pour ceux qui ne connaissent pas, souvent en science, on distingue bien corrélation de causalité. Corrélation, c'est, on va dire, deux événements qui arrivent en même temps, qui peuvent avoir un point commun lointain, mais il n'y a pas forcément de relation. Et causalité, par contre, c'est un événement à déclencher un autre. Un exemple que j'aime souvent donner, c'est par exemple, on pourrait dire les jours en fait où on vend le plus de lunettes de soleil l'été, c'est les jours où il y a le plus de noyades. Donc on pourrait dire c'est le fait de vendre des lunettes de soleil qui fait que les gens se noient. Donc et en fait non, ça c'est une corrélation, c'est pas une causalité. C'est parce que les gens qui vont à la plage et qui achètent beaucoup de lunettes de soleil, bah, c'est le jour aussi il y a plus de baigneurs, forcément, ce qui fait beau. Donc, les gens se baignent plus, donc il y a plus de risques de noyade. C'est pas parce qu'on a vendu plus de lunettes de soleil qu'il y a eu plus de noyés. On a ici une corrélation, c'est pas une causalité. C'est un peu pareil, du coup, pour les TMAO et les maladies cardiaques. On a une corrélation, on a une augmentation en parallèle, mais il n'y a pas de causalité. C'est pas l'un qui enclenche l'autre. C'est juste deux choses qui augmentent en même temps, mais elles sont pas liées en fait forcément ensemble, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à ça. Et c'est souvent d'ailleurs un biais que les gens font lorsqu'ils lisent des articles, choses comme ça. Ils ont tout de suite la notion de causalité. L'un enclenche l'autre, alors que c'est souvent juste une corrélation. C'est un lien. Et puis d'ailleurs, il y a une grande revue sur PubMed qui montre qu'effectivement, beaucoup d'études montrent ce lien-là. Et beaucoup d'études montrent des élévations des TMAO, mais aucun événement cardiovasculaire en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile d'en faire un facteur de risque si, à l'opposé, il ne montre pas que c'est un facteur de risque officiel de maladie cardiovasculaire, quoi. Donc, en gros, ce que je voulais dire, c'est que les autres facteurs, les vrais facteurs confirmés par la médecine actuelle, ne montrent pas de risque particulier pour de troubles ou de maladies cardiovasculaires chez les groupes paléo. Ok, donc ce sera la conclusion de cette vidéo. Vous pouvez continuer à manger paléo, votre cœur est non seulement en sécurité, mais même globalement, le fait de manger paléo, c'est bon pour la santé cardiovasculaire, car vous avez des bonnes graisses, car vous avez des bons micronutriments, tout ce qu'ils font pour que votre cœur reste en bonne santé et longtemps, contrairement à l'alimentation moderne, qui justement, elle, est plutôt riches en alimentation qui peuvent attaquer votre cœur sur long terme à cause des graisses trans, à cause de l'alimentation qui est trop faible d'un point de vue micronutriments, etc., etc. Donc, votre cœur est en sécurité. Ne vous inquiétez pas. Si vous souhaitez en savoir plus, du coup, on vous met l'article qu'a écrit Joris dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller le voir. Du coup, c'est cette vidéo, mais encore plus détaillée. L'article, du coup, on vous le met dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour vous faire aussi votre propre avis. C'est toujours intéressant. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, vous, votre ressenti par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez compris de tout ça? Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre dans les commentaires. Merci, Joris, en tout cas, pour toutes ces précisions. De rien. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube de Bimove. À bientôt. Ciao. Salut.